BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à tous, merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous et je suis très heureux de vous retrouver, que ce soit en audio, en vidéo, à la radio, sur votre ordi, sur votre smartphone. Bienvenue, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end. Vous le savez, le samedi et dimanche sur BFM Business, sur YouTube bien sûr, et je le disais en audio sur les principaux agrégateurs de podcasts. Avec, pour De quoi je me mêle, cette semaine, tout à l'heure on va rentrer dans le dur, on va parler fibre optique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de connexions fibre optique que d'ADSL en France. C'est une bonne nouvelle avec ce plan très haut débit qui est en train d'être développé en France. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs technologies fibres ? On a du 1 gigabit à la maison, mais on peut monter jusqu'à 2 gigas, jusqu'à 10 gigas. Comment ça marche tout ça ? Eh bien, Lionel Paris a enquêté et va tout nous expliquer et va nous expliquer aussi les différences qu'il y a entre chaque opérateur et comment bénéficier de ces débits monstrueux à la maison. Vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Il faut vraiment être passionné et accroché. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout cela sur Twitter notamment. Encore une fois, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Anthony Morel, mesdames, messieurs, pour décrypter l'actu tech de cette semaine. Salut Anthony. Salut François, salut tout le monde. Ah oui, mais je suis très heureux de te retrouver, c'est pour ça que je le... J'entends ça, mais je reviendrai. Franchement, là, quand on a un accueil comme ça, mais on est toujours très bien accueillis dans De quoi je me mêle. Écoute, c'est tout à fait normal. Merci d'être là toutes les semaines pour commenter l'actu. Anthony, qu'on ne présente plus, que vous retrouvez le week-end, la semaine, le matin sur BFM Business, la semaine entre midi et 2 chez Estelle Denis, sur RMC Story, sur RMC, bien sûr, et puis un petit peu partout, et notamment dans De quoi je me mêle. L'actualité de la semaine, on va évoquer plein de choses. Est-ce qu'on aura un Vision Pro à Noël en 2026 ? Parce que 2023, c'est mort. 2024, n'y comptez pas. Visiblement, c'est compliqué de fabriquer ce masque d'Apple. On parlera aussi des problèmes de ce téléphone pliant de Google qui se casse un peu trop, qui se plie un peu trop. Ouais. Visiblement, c'est pas très bon. On parlera de Netflix, de YouTube aussi tout à l'heure. Et puis, Anthony, tu veux nous parler aussi d'une montre connectée vivante. Ouais, c'est ça. C'est pas celle que je porte là, je te rassure, c'est un prototype, mais c'est assez dingue. Il y a un blob à l'intérieur. Ouais, il y a un blob, exactement, un blob à l'intérieur. Qu'est-ce que tu bois le week-end ? Quelles sont tes dernières drogues ? Écoute, je sais que ça peut sembler étonnant, mais peut-être que la technologie de demain, ce sera un mélange de technologie et de biologie, de techno et d'organique. Bon, il y a des films d'horreur et de science-fiction qui commencent comme ça aussi, tu sais. Ouais, c'est vrai. Le blob qui vivait dans ma montre. On en parle tout à l'heure, ça s'annonce passionnant. Mais pour débuter, sans doute l'actualité la plus, on va dire, importante de cette semaine, parce que c'est vrai que c'est quand même une annonce forte. Meta serait sur le point d'inonder le monde, en tout cas peut-être pas pour l'instant l'Europe, mais en tous les cas les États-Unis pour débuter et d'autres pays, d'un concurrent de Twitter. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel et c'est parti puisque l'application a été lancée. Alors là, on est jeudi quand on enregistre. Elle vient d'être lancée. Il y a quelques heures officiellement aux États-Unis, dans une centaine de pays, pas encore en Europe. On va vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc une application. Alors c'est étonnant parce qu'on savait que c'était dans les tuyaux, cette application, ce concurrent de Twitter. En gros, Facebook qui veut lancer son Twitter, c'est un peu ça. Mais on ne pensait pas que ce serait à ce point un clone de Twitter, parce que c'est ça quand même qui est frappant, c'est du copier-coller. On est en période de résultats du bac. Là, si l'élève Zuckerberg avait dû être noté par un prof, c'était 0 sur 20 pour copiage et honté sur son camarade Elon Musk, quoi. C'est vraiment ça, parce que vraiment, cette application, elle reprend les codes graphiques. Alors, c'est un mélange, pour être précis, entre Instagram et Twitter. Ouais. C'est-à-dire que tu as des codes graphiques. C'est lié à Instagram d'ailleurs. C'est lié à Instagram, absolument. Il faut quand même le signaler. Ce qui est une énorme force d'ailleurs pour Meta. Mais juste sur la partie graphique, sur la forme, ça ressemble un petit peu à Instagram, mais surtout, ça ressemble à Twitter dans le sens où c'est un réseau social, donc où on va publier du texte, des courts textes, de quelques centaines de caractères. On va pouvoir les liker, on va pouvoir les repartager. Mais j'allais dire, même le logo du repartage, tu sais, avec les deux petites flèches qui se font face, c'est le même. Alors, on peut pas dire... C'est un peu honteux non, mais tu vois, le truc, c'est incroyable. Alors, je sais, on va pas faire les vierges effarouchées. Dans le domaine des réseaux sociaux et de la tech, c'est un grand classique. C'est un grand tout le classique, monde copie tout le monde, mais il y a un moment, c'est quand même... il s'est pas foulé, quoi. T'as envie de te dire, il s'est quand même pas fatigué.
Et donc, on va retrouver un autre mot, hein, on ne peut pas dire retweeter, je crois que c'est les reposts, ils appellent ça sur cette application Threads, qui n'est pas facile à prononcer en C'est français. rigolo d'ailleurs qu'il n'y ait pas de brevet déposé par Twitter, parce que Twitter pourrait attaquer 1000 fois en fait cette application. Ouais, mais je sais pense pas. qu'il doit avoir une espèce de standardisation de certaines fonctionnalités Mais qui sont inattaquables, oui, à moins que Twitter dégaine une batterie d'avocats là bientôt. Hein, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne question. En termes de propriété intellectuelle, je ne sais pas parce que c'est exactement vrai que comment ça ça se ressemble passe. beaucoup quand même à Twitter. Ça tu ressemble vois. énormément, mais quand tu regardes, à chaque fois que tu as un réseau social alternatif qui se crée, en général, c'est dans ce sens-là que ça se fait. Tu as un petit réseau social alternatif qui arrive sur le marché et tu as soit Facebook, soit Twitter, soit Instagram ou soit TikTok qui va repomper la fonctionnalité. On pourrait dire la même chose de Facebook qui a copié TikTok avec ses Reels, par exemple. Enfin, Bien sûr. je veux dire, c'est un grand classique en fait. Hein. Vraiment, Ou ça même arrive tout le Snap. temps. Ou On Snap. se rappelle que voilà, Snap avait été copié par Absolument. Instagram. Hein, Dès qu'il y a une avec les fonctionnalité qui marche, forcément, les gros réseaux sociaux, ouais. en ayant l'avantage de leur force de frappe, se disent ah bah oui, c'est pas mal ça, on va l'intégrer et on va tuer le concurrent. Il y avait aussi, tu sais, le fameux BeReal, l'application française qui a été copiée. Enfin, je crois que est-ce que la fonctionnalité est déjà disponible ou en cours de préparation sur Instagram, mais en tout cas cette idée de pouvoir prendre 2 photos en même temps en instantané à certains moments de la journée. Donc voilà, dès qu'il y a un truc qui marche, il le copie. Et là, c'est vrai que du coup le résultat est assez flagrant. Alors avec la force de frappe quand même de Meta, là au moment où on se parle, l'application est sortie depuis quelques heures. Et les premiers chiffres qu'on a, c'est en 4 heures, il y a déjà 5 millions d'abonnés. Ce qui est énorme parce que, comme tu le disais, c'est lié à Instagram. Mais oui. Donc du coup, dès que tu t'inscris, tu vas voir tous tes followers Instagram, tu vas pouvoir te réabonner à eux, ils vont pouvoir se réabonner à toi. Et ça, c'est énorme quand tu lances un réseau social. Évidemment, c'est l'effet boule de neige que n'ont pas les autres concurrents de Twitter. On peut penser à Mastodon. Il faut qu'il y ait une bonne communication de la part Insta en disant venez tester Threads, regardez, c'est très simple, vous avez qu'un bouton à cliquer, vous téléchargez l'appli, c'est réglé, paf, ça fait un abonné supplémentaire. C'est exactement ça. Et ça n'a pas de prix. Bah oui. Instagram aujourd'hui, c'est des centaines de millions d'abonnés. C'est Donc, énorme. T'imagines s'il y a peut-être 20% de ces gens-là qui téléchargent Threads, c'est ça. C'est absolument massif. Après, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les gens adoptent ce réseau, parce qu'au-delà du fait de s'inscrire, hein, on s'inscrit, toi et moi, à plein de réseaux qu'on n'utilise pas, ça sera intéressant de voir si justement ils trouvent leur intérêt à y revenir et à l'utiliser. Tu as tout à fait raison, d'autant que je pense que, on vient de le dire, hein, vraiment c'est une copie de Twitter sur la forme. En revanche, je pense qu'il va vraiment y avoir une différence philosophique entre les deux. Bien sûr. Et je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer. Le ton ne sera pas le même, je pense. Exactement. Parce que le ton d'Instagram n'est pas le même que sur celui de Twitter. Non, je pense que ce sera beaucoup plus polissé sur Threads. Tu auras une modération qui sera beaucoup plus dure et c'est quelque chose qui est assumé. En gros, l'idée, c'est de dire sur Twitter, c'est devenu un grand n'importe quoi, globalement. La poubelle alors c'est ça, de l'opinion. On peut le voir comme ça, on peut le voir aussi, d'autres diront c'est un endroit libertarien, on peut y dire tout et ce qu'on veut. Moi je vais te dire, à titre personnel, alors on peut en débattre, hein. Moi je pense que je resterai sur Twitter, je suis pas certain que j'utiliserai Threads, parce que j'aime bien le ton assez libre de Twitter. Alors oui, tu tombes sur des trucs excessifs, etc. Mais moi à la limite c'est ce qui m'amuse, j'ai pas forcément envie d'avoir un truc complètement mais je pense que tout dépend du caractère qu'on a. Tout dépend de ce qu'on a envie. Il y a des gens qui sont plus sensibles en fait à des mots durs, enfin à des insultes, etc., etc. Et je pense qu'il y a peut-être une frange de la population qui se retrouvera plus compatible avec un réseau social plus léger, bienveillant, finalement. Bon, après, tout dépend aussi de tes followers, hein, parce que c'est ça aussi Twitter. Hein, tout dépend qui tu suis et ce que tu y fais. Hein. Oui, alors aussi avec une autre petite différence quand même entre les deux réseaux sociaux, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que sur Twitter, tu sais, tu as cette distinction, tu as 2 fils en fait. Tu as le fil avec ce que disent tes followers et tu as le fil général où on va te proposer des choses qui potentiellement peuvent t'intéresser. Alors que sur Instagram, visiblement, tu auras. Enfin, sur Instagram, lapsus révélateur sur Threads, tu auras un seul. En gros, tu auras l'algorithme qui te proposera des trucs et c'est à peu près tout. Donc, la bulle de filtre, on va dire, tu seras vraiment dans une bulle de filtre, peut-être encore plus que sur Twitter. Mais ça va être intéressant de voir, je pense, ces deux modèles qui vont s'opposer. Le problème, c'est qu'on n'est pas prêt de tester ça en Europe. Alors, c'est ça, parce qu'on vous parle de tout ça. On n'a pas pu le tester, malheureusement. Il y a très peu d'Européens pour l'instant. Alors, je sais que certains ont réussi à bidouiller via des VPN, etc. C'est compliqué hein, pour l'instant. Et en théorie, nous, les Européens, on n'est pas censés y avoir accès pour des raisons réglementaires, en fait, hein, tout simplement à cause du RGPD, enfin les fameuses protections des données. Alors, parce que pour le coup, Threads, alors tu vas me dire, on n'est pas à ça près. Hein, maintenant, de toute façon, Facebook et les autres réseaux sociaux, ils ont tout sur nous. Mais
apparemment, c'est un aspirateur à données, mais de folie. C'est que vraiment, quand tu télécharges le truc, tu vois tout ce à quoi accède l'application, mais genre, c'est limite, tu vends ton âme à Mark Zuckerberg, quoi. Genre, Pire que TikTok? c'est un truc de fou. Bah, visiblement, ils peuvent accéder, par exemple, à tes informations financières, tes informations médicales. Mais tu l'autorises ou pas, ça? Bah, tu dois autoriser si tu veux télécharger utiliser l'application. Ouais. Ouais, c'est chaud quand même. Donc ça va quand même loin, tu vois. Enfin, pourquoi les informations médicales? Bah pourquoi? J'imagine pour te cibler avec de la publicité de Ouais. manière extrêmement précise, hein, c'est juste Ouais. ça. Après, mais bon, tu me diras, voilà, quand tu télécharges Facebook, TikTok, Snap, T'es pas loin. Hein. t'es pas loin de ça de toute façon, donc on va pas là encore s'offusquer pour s'offusquer, mais en tout cas, du point de vue de la réglementation européenne, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont même pas donné de date pour l'Europe. Là, hein. Ils ont dit, voilà, on se lance dans 100 pays. Ils n'ont pas parlé de l'Europe. On verra. On va voir comment la réglementation évolue. Donc, je ne sais pas si on y aura accès à un moment. Est-ce que peut-être c'est un coup de bluff, tu vois, du genre, ils font, on n'en parle pas de l'Europe, puis peut-être à un moment ils vont se manifester. Mais nous alors, on pourrait pas l'avoir l'application? Ah bah non, mais les gars, attendez, votre réglementation elle est trop stricte. Et puis peut-être que ce sera une arme de négociation pour eux, j'en sais rien. Mais je sais pas. Écoute, moi je suis curieux, j'aimerais bien la télécharger cette application et puis l'utiliser quoi. Toi aussi j'imagine. Mais c'est intéressant. Ce qui est intéressant surtout, je trouve, d'un point de vue stratégique, c'est de voir à quel moment Zuckerberg choisit de lancer ça. On parlait la semaine dernière. En pleine déconfiture de Twitter, des moments où ça commence à être chaud. Au moment en plus où tu sais ils veulent se mettre sur la figure là, ils ont cette fameuse idée de duel là, je pense qu'ils vont avoir des vrais. On en parlait la semaine dernière, on a des news ou pas? On sait quand est-ce qu'ils vont se. Il n'y a pas plus de dates, mais on a vu les premières images de Musk qui s'entraîne avec Georges Saint-Pierre, donc ce fameux champion de MMA. Ils ont fait une séance d'entraînement, visiblement, ça s'est hyper bien passé. Ils étaient très contents d'avoir bossé l'un avec l'autre. Donc voilà, Musk a l'air de prendre ça peut-être plus au sérieux qu'auparavant. Donc je sais pas, ça a l'air d'avancer. On verra ce que ça donne. Mais enfin. Oui, tu disais, effectivement, là, Twitter est dans un moment très compliqué. Tu as vu, il y a quelques jours, et peut-être que vous l'avez constaté aussi le week-end dernier, il y a eu des ralentissements sur Twitter. Il a décidé quand même de limiter le nombre de tweets qui s'affichaient. Exactement, et qu'on peut lire par jour. Donc maintenant, c'est 1000 tweets par jour maximum si tu n'as pas de compte payant. C'est 10 000 si tu as un compte payant. Et en gros, là, ils sont en train de créer vraiment un Twitter à deux vitesses. Si c'est un Twitter freemium, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Et même, j'irais même plus loin que ça. J'ai l'impression qu'au début, l'idée, c'était un peu ça. C'était de dire, si tu prends la version payante, tu auras des petits perks, des petits avantages que non pas. Mais là, je pense qu'il faut voir le truc à l'envers. À l'envers. C'est-à-dire, si tu prends pas la version payante, tu vas avoir un Twitter dégradé. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est pas pareil, t'as raison. C'est pas pareil. Et je trouve que ça va peut-être devenir problématique pour le coup. On enchaîne avec le Vision Pro d'Apple. On en a beaucoup parlé. Visiblement, le Vision Pro est une tannée à fabriquer. Parce qu'on le sait, c'est un produit hautement technologique. Et visiblement, Apple ne va pas arriver à fournir autant de modèles que prévu. Ah oui, c'est ça, parce que c'est une chose de faire une démonstration à Cupertino qui impressionne tout le monde. Et c'est vrai qu'on avait été tous très impressionnés, très clairement. Mais derrière, quand il faut délivrer d'un point de vue industriel, c'est toujours un peu plus chaud. Et là, surtout avec un nouveau produit, quoi. C'est ça. Et visiblement, les sous-traitants, donc les nombreux sous-traitants qui travaillent, t'imagines le nombre de boîtes qui bossent sur les différents composants, etc., l'assemblage et tout, disent que c'est un enfer. Mais un enfer, il y a des experts cités par la presse américaine qui expliquent que c'est le produit technologique grand public, le produit d'électronique grand public le plus difficile à fabriquer de l'histoire, toute catégorie confondue. Donc tu vois le truc. Ça prouve quand même aussi le niveau d'exigence d'Apple qui se lance dans une aventure technologique, commerciale, industrielle folle. Ouais, c'est vrai. C'est fou. C'est vrai. Non, mais c'est très spectaculaire de ce point de vue-là, tu as tout à fait raison. Alors apparemment, il y a deux composants principalement qui posent souci. Ce sont les fameux écrans, tu sais, alors les écrans micro-LED qui sont donc en face de chaque œil, en fait, deux écrans qui sont des petits bijoux de technologie. C'est Sony qui doit les fabriquer normalement. C'est plus que de la 4K. En fait, on a une résolution qui fait que quand vous avez le masque sur votre visage, vous n'arrivez pas à voir les pixels, quoi. C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est très spectaculaire. Enfin, d'après tous les collègues là, qui l'ont testé, avec lesquels on a pu discuter, on a fait des émissions avec eux, ils nous disent que c'est extraordinaire. Mais à fabriquer pour Sony, c'est très 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 compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est la lentille extérieure, la lentille incurvée. Tu sais, c'est ce qui permet, l'effet waouh venait aussi de là pendant la démo,
pour des personnes qui sont de l'extérieur, de voir tes yeux quand tu portes le bien casque. sûr, Tu qui sais sont projetés en fait. Voilà, exactement. Et ça, c'est un composant qui, effectivement, est très compliqué aussi. Et donc, ce que dit l'assembleur, qui est un chinois, donc qui s'appelle Lux, je sais plus quoi, c'est une entreprise chinoise Luxshare, qui s'occupe de l'assemblage du Vision Pro, c'est que jamais ils arriveront à en sortir ce qu'ils voulaient en sortir. L'objectif annoncé, c'était 1 million en 2024, ce qui était déjà pas énorme, hein, c'était vraiment... Et là, ils disent on fera maximum 400 000. Waouh. Donc ça va générer probablement un effet de rareté, ce qui fait qu'ils vont s'arracher. Enfin, très clairement, ils vont les écouler. Bien ça, sûr. Je pense qu'il y a, Les il y a 400 zéro 000 problème. sont déjà vendus en fait. Voilà, Même, mais c'est ça va partir très 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 vite. Après, on ne sait jamais. Peut-être que ces industriels disent ça alors que le produit sort dans 6 mois. Peut-être que d'ici là, ils arriveront à corriger certains bugs, tu vois. Donc, non, mais en tout cas, il va falloir qu'ils dépassent ces limites technologiques là, parce que je pense que là, pour Apple, l'enjeu, il est pas. Enfin, l'enjeu financier, il n'est pas énorme, parce que vraiment, on l'avait mais ils vont perdre des milliards pendant des années. Voilà, c'est ça. Mais ils se disent, on est en train de créer une nouvelle aventure. Ouais, exactement. Mais c'est ça en fait, t'as raison, c'est la suite qui compte. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont déjà dans les tuyaux une deuxième version qui serait probablement moins chère, avec des composants peut-être d'un peu moins bonne qualité, peut-être moins encombrants aussi, enfin à voir. Il était prévu, selon les rumeurs, pour fin 2025. Et déjà, à cause de ces premiers retards sur le modèle originel, ce deuxième modèle qui serait plus grand public, plus mainstream et qui pourrait pour le coup lancer le marché. Pourrait être retardé aussi. Il devrait être retardé aussi probablement. On verra. Difficile de se projeter à aussi longue échéance en fait avec Apple, mais on verra bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, il va falloir se battre pour en avoir un en 2024. Ça va être chaud, quoi. Voilà, on va prendre les entraîneurs d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg pour aller se battre devant les Apple Store pour en choper un. C'est clair. C'est ça. Ouais. Google. Un mot sur Google qui aussi a fait l'actualité il y a quelques temps de cela en sortant son premier smartphone pliant, le Pixel Fold. Produit très sympathique, vraiment réussi, sauf que visiblement fabriquer un pliant, Samsung l'avait goûté il y a quelques années de cela, c'est pas facile. Non, c'est clair. On pensait qu'on était passé à autre chose. Moi, c'est ça qui me déçoit un peu dans cette histoire, parce que les Pixels, en plus, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment une gamme que j'aime bien, que j'utilise régulièrement. Très bon téléphone. Tu as d'ailleurs un Pixel, c'est ça. Moi, c'est les téléphones que j'utilise le plus souvent. En fait, on en change assez régulièrement. On teste pas mal de choses, mais en tout cas, j'aime bien parce que la qualité des photos est assez dingue et tout. Mais on se disait qu'avec justement Samsung, Oppo, qui ont déjà un peu essuyé les plâtres d'une certaine manière sur les écrans pliants, parce que les premiers modèles, tu te souviens, qui étaient vraiment... Tu pouvais, il y avait des youtubeurs ou des journalistes qui avaient arraché aux États-Unis, tu sais, la première la protection de l'écran. Les journalistes avaient fait un peu n'importe quoi aussi, tu te souviens. Parce qu'en gros, ils avaient vraiment fait des trucs qu'un utilisateur lambda n'est pas du tout censé faire. C'est ça en fait. Donc du coup, ça avait fait un énorme bad buzz et tout. Et là, le problème du Fold, du Pixel Fold, c'est que on commence à avoir des problèmes. Quand il y a un certain nombre d'utilisateurs qui se sont rendus compte que lorsque tu replies le téléphone, il y a des micro-cassures qui commencent à se générer, ce qui est un peu embêtant. En fait, la différence par rapport à ceux de Samsung, par exemple, pour ceux qui ont le modèle en tête, en gros, les Galaxy Flip et compagnie, quand tu les refermes, donc en mode carnet, tu as toujours en fait un petit jour de quelques millimètres entre les deux écrans. Donc, ça... Qui permet justement d'empêcher que les écrans se cogne. Exactement. À chaque fois, parce qu'on peut ouvrir et fermer un téléphone comme ça des dizaines de fois par jour. Exactement. Ils ont été vraiment conçus pour ça. Et en fait, le Flip, le Galaxy Fold, pardon, celui de Google, lui n'a pas cette limite-là. Et en gros, les écrans... Fold, pardon. Tu voulais dire du Pixel Fold, parce que le Galaxy, c'est Samsung. Le Galaxy, c'est Samsung. Le Pixel Fold, lorsque tu le refermes, les deux écrans s'entrechoquent à chaque fois. Voilà. Et du coup, donc petit à petit, ça abîme l'OLED. Ça abîme l'OLED. Alors, tu as des gens qui se retrouvent avec une ligne rose là, qui s'affiche en permanence sur l'écran. On le rappelle, un téléphone qui coûte quand même $1 800, tu vois. Donc, pour ce prix-là, tu peux pas avoir ça, en fait. Vraiment, tu es au-dessus des prix des iPhones. Tu peux exiger la perfection, ou en tout cas, un truc très, très, très haut de gamme. Et là, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est dommage pour le marché des téléphones pliants, parce que on a envie de le voir. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les smartphones pliants, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un énorme potentiel. Et je pense que, bien sûr, dans quelques années, ce sera, on va dire sans doute le standard. En tout cas, l'un des standards de la téléphonie mobile. Ouais, probablement. Mais du coup, là, ça fait encore un coup d'arrêt. Les gens vont se dire, ah ouais, mais... tu comprends mieux pourquoi Apple ne sort rien là-dedans, encore. T'as raison. Ils doivent tester tous ces trucs-là et attendre le bon moment quand la technologie est mature pour
sortir un iPhone pliant. Ça arrivera, c'est certain. C'est clair. Mais ils attendent que la technologie soit mature. C'est ça. Je pense qu'ils doivent regarder ça effectivement avec pas mal de circonspection, parce que quand ils voient que, enfin, je veux dire, ils savent bien que Google c'est pas des branques, Samsung c'est pas des branques, et que même ces grands groupes technologiques là peinent. Essuyez les plâtres, les gars. Ouais, on arrive après. Débrouillez-vous, faites votre petite cuisine, et puis nous. De temps en temps, on en achète un, on démonte, on regarde un peu comment ça progresse. C'est ça. Et après, tu auras Zoro est arrivé. Voilà, c'est Apple qui arrive avec. Et là, son ils vont téléphone tout exploser. Ils sont très forts pour ça, effectivement. Mais donc, c'est un mauvais point pour le marché des pliants, et puis pour la gamme Pixel, quoi, qui a du mal à s'imposer, alors qu'ils proposent des super bons téléphones. Rappelons que ce Pixel n'est même pas disponible en France. Non, absolument. Ça, c'est quand même un truc de fou. Ouais. Il n'est pas disponible en France. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que, alors, soit ils n'arrivent pas à en produire assez, soit ils estiment que c'est pas un marché. C'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs, je crois. Ils avaient dit que la France n'était pas un marché assez mature pour le. Alors, c'est un peu vexant, je trouve. Oui, c'est ça. On est des arriérés, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre. Puisqu'on parle de pliants, moi j'ai été bluffé par un smartphone pliant. C'est le dernier Honor. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, absolument. Il est d'une finesse. Ouais. Ils ont réussi à faire. C'est comme un Galaxy Fold, en fait. D'accord. Mais le système de charnière est totalement différent. Ils ont réussi à réduire les deux parties du téléphone et on se retrouve avec un téléphone hyper élégant, hyper fin, plus léger. Bravo, Honor. Donc, franchement... c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, maintenant il y a quand même pas mal de concurrence et tout, et du coup on a même des form factors un peu différents. Enfin, tu as vraiment plein de trucs. Ouais. T'as ceux qui préfèrent celui qui se ferme en mode cahier, et ceux qui préfèrent vertical celui ou qui se forme horizontal. à la verticale en mode Game Boy Advance. Il y a Motorola SP. aussi qui a sorti un modèle pliant, le Razr nouvelle génération. Ouais. Et en attendant, les modèles enroulables, etc., qui vont arriver aussi sur le marché et qui, pour le coup, je pense, seront aussi des petites révolutions, parce que pour le coup, là, tu as un effet waouh qui est extraordinaire. Ouais, ça c'est clair. Et tu n'as pas besoin d'avoir justement cette épaisseur qui est encore le problème, c'est que même si ces téléphones sont fins, comme tu disais, les nouveaux modèles, dès que tu les plies en deux, il y a un moment, voilà, tu as le double quand même de l'épaisseur. C'est clair. Voilà. Dans l'actu aussi, tech, un mot sur Netflix. Alors vous le savez, la pub maintenant c'est devenu un standard sur Netflix, en tout cas pour... on va dire une offre qui est de plus en plus populaire, qui est à 5,99 €. Vous avez accès au contenu Netflix. Vous payez pas cher, mais en échange, vous avez de la pub. La pub qui devient le nerf de la guerre chez Netflix, et ils essaient justement de la repenser, cette pub. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est intéressant, tu as raison, parce que Netflix, en fait, faut bien comprendre que historiquement, Netflix, ils se sont construits contre la pub, en fait. C'est-à-dire que leur modèle, surtout aux États-Unis... C'était du premium. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu regardes la télé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France encore, tu as de la pub, mais toutes les 5 minutes, littéralement. Bah oui. Et donc, eux, ils avaient une offre... entre 18 et 20 minutes de pub par heure. C'est énorme. C'est pour ça que les séries américaines durent 42 minutes. C'est ça. Parce que tu as 18 minutes de pub. C'est ça. Et du coup, c'est insupportable à regarder. Enfin, quand tu regardes une série à la télé aux États-Unis, c'est vraiment très, très compliqué, quoi. Et donc, ils se sont construits sur ce modèle-là. Et là, récemment, pour les raisons qu'on connaît, pour des problèmes financiers, en tout cas, pour le fait qu'il faut générer toujours plus de profits et que ils peinent à trouver de nouveaux utilisateurs, et ils vont vers un modèle qui propose une offre publicitaire à moindre coût, mais du coup ils reviennent à ce qu'ils ont combattu au début, c'est-à-dire de la pub. Mais comment est-ce qu'on intègre ça intelligemment pour que l'utilisateur ne soit pas dissuadé de regarder des séries? Oui, un peu de la pub premium, quoi, en quelque sorte. C'est ça. De la pub qui te ressemble et qui raconte quelque chose que tu subis moins. Que tu subis moins. Et pour ça, en fait, ils veulent faire un truc assez malin, c'est transformer leur pub en série, en fait. Wow. C'est-à-dire qu'en gros, tu regardes ta série, et au fil des épisodes de la série, en fait, la pub qui s'intègre dans ces épisodes... évolue par rapport à la série non, évolue elle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la pub, ça va être une série. En fait, tu vas avoir 15 pubs au lieu d'avoir la même pub que tu vas revoir à chaque fois. Donc la pub raconterait une histoire. Voilà, exactement. Donc c'est assez malin. S'ils arrivent à le faire intelligemment, je pense que ça peut être en tout cas un peu moins pénible que de se taper, tu vois, la même pub à chaque fois que tu lances une vidéo, un épisode, tu vas avoir la même pub. Moi, je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin que ça, et on sait bien qu'en utilisant l'intelligence artificielle, tu vas probablement pouvoir avoir des placements produits intelligents même à l'intérieur des séries. C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir, je sais pas, des personnages qui sont dans la rue à un moment et tu vas avoir un panneau publicitaire dans la rue et le panneau publicitaire va te montrer une pub à toi qui ne sera pas la même que l'autre utilisateur de Netflix. Tu vois, et ça va être des moyens de monétiser aussi et de faire de la publicité sans être trop intrusif, parce que tout l'enjeu, évidemment, c'est pas non plus de nous inonder trop de pubs. Là, je crois qu'ils se sont limités à 4 minutes, 4 minutes, je crois que c'est 4 minutes par heure de visionnage.
ce qui est pas beaucoup comparé à la télé. On est vraiment loin des 18 minutes mais bon, des médias américains. Mais c'est vrai que quand tu regardes Netflix, bon, tu regardes pour pas avoir la pub non plus. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'ils sont en train de réfléchir à ça, parce que je pense qu'il y a un côté un peu dissuasif quand même, hein, la pub. Voilà. Puisqu'on est dans la pub, on y reste avec une autre plateforme, YouTube qui accélère dans la publicité. Hein. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à YouTube Premium, vous avez de plus en plus de pubs, de plus en plus longues, qui arrivent parfois de manière, on va dire, très bizarre durant des contenus. Enfin, on l'a tous vécu, ce truc-là. Et YouTube veut protéger son trésor de guerre, qui est cette pub, et fait la chasse à tous les ad-bloqueurs qui empêchaient cette publicité d'être affichée. Évidemment, sachant que c'est un jeu du chat et de la souris entre les adblockers et YouTube, parce qu'effectivement, tu as toujours des moyens de contourner, mais globalement, aujourd'hui, tu peux utiliser des adblockers qui te permettent de ne pas être soumis à la pub quand tu regardes YouTube. Alors, YouTube, évidemment, veut remettre ça en question, parce que c'est leur modèle économique, tout simplement, qui est touché au cœur. Et donc là, ils réfléchissent à une solution un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils réfléchissaient à bloquer tous les adblockers par défaut. Et maintenant, ils ont l'idée de autoriser 3 visionnages de vidéos sans pub quand tu as un adblocker, et au bout de la 3e, on te dit maintenant tu t'abonnes à YouTube Premium ou tu regardes de la pub, mais ton adblocker il fonctionne plus. Donc c'est une sorte de modèle un peu médian, si tu veux, mais sachant que moi je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur sur YouTube, là, elle est devenue épouvantable avec la pub. Et on en revient un petit peu au début de notre conversation avec Twitter. Je trouve qu'en fait, ces grands services technologiques, alors on est complètement d'accord sur le fait que si c'est gratuit, c'est toi le produit, que la pub, c'est ce qui fait vivre ces groupes-là. Il ne s'agit pas de remettre ça en question. Nous, on bosse dans les médias traditionnels, donc on est bien placé pour savoir que la pub, voilà, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la Quand guerre. Tu fais partie d'un média commercial, c'est comme ça. C'est ça. Mais sauf que Google, YouTube, etc., sont partis sur une base où, en gros, on t'offre un service gratuit et on te donne un petit peu de pub à regarder, et c'est ta donnée personnelle en fait qui sert à monnayer le truc. Mais là, en fait, tu as un service qui est gratuit, complètement dégradé. Et si tu veux le service normal, en fait, il faut payer le premium. Donc en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est une sorte d'inversion des valeurs où maintenant, c'est si tu payes pas, t'auras un truc qui sera vraiment beaucoup moins bien, quoi. Et c'est quand même problématique. Petit bémol, quand tu souscris à YouTube Premium, tu as aussi YouTube Music. C'est-à-dire que ça se substitue à un Spotify, à un Deezer, à un Apple Music. Donc voilà, moi je connais plein de gens qui en ont marre. Parce qu'en plus, ça t'enlève la pub aussi sur ta télé, tu vois, à partir du moment où tu te logs avec ton compte YouTube Premium. Et tu as donc accès à toutes les vidéos YouTube et aussi à YouTube Music, qui est un catalogue qui est équivalent à celui de Spotify, etc. Ouais, je suis d'accord. Voilà, à réfléchir, c'est plutôt malin de la part de YouTube. Ah, mais c'est malin de leur part, mais si tu veux, je trouve qu'il y a ce truc où ils essayent en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de dissuader en fait les gens qui sont. Alors, il faut payer. C'est ça, c'est genre, mais alors tu veux pas payer, on va te mettre encore plus de pubs. Et là, ça devient quand même, je trouve, tu regardes une vidéo de 5 minutes, 10 minutes, mais on tu sent vas avoir 2 pubs inskippables au début, 1 ou 2 au milieu, 1 à la fin, t'es ok. Mais on sent que voilà, la fête est finie chez Google. C'est une machine maintenant, Google, qui doit cracher du cash. Elle est moins généreuse qu'avant, ça se voit. Il y a plein de services qui ont été réduits, qui ont été limités, et on voit que YouTube doit coûter très cher en bande passante. Il faut qu'ils gagnent de l'argent et ils augmentent la pub. Pour terminer, il nous reste 2 minutes. Parle-nous de cette montre connectée vivante. Est-ce que tu l'as testé? J'adore. Non, j'ai pas pu la tester. Alors c'est un prototype qui vient de l'université de Chicago, donc on est vraiment dans les laboratoires pour l'instant. Donc j'espère pouvoir la tester à un moment. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment un prototype pour l'instant. Ça ressemble à une montre dans le sens où tu as un cadran, un bracelet et des fonctionnalités d'une montre. Donc ça te donne l'heure, ce qui est mieux quand même pour une montre, et ça t'analyse par exemple le rythme cardiaque. Mais c'est un petit peu plus gros quand même qu'une montre, parce qu'il y a pas mal d'électronique à l'intérieur, et surtout à l'intérieur, t'as un organisme vivant, t'as un blob en fait, et c'est lui qui organisme vivant. Ouais, c'est ça, c'est une montre vivante, c'est-à-dire que cette montre, elle fonctionne grâce à un blob. Alors un blob, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est un organisme unicellulaire. Tu vois, si on était le 1er avril, mais alors là, c'est vrai, t'as raison. Je te dirais, ok, Anthony, c'est bon, on a compris ton truc. Mais en fait, non. On n'est pas le 1er avril. C'est très sérieux, et tu vas voir, ça va aller encore plus loin que ça. Donc le blob, c'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas un champignon, c'est une sorte de mousse que tu trouves dans les
sous-bois. C'est un truc hyper bizarre qui fascine les scientifiques. Non, mais qui a des propriétés C'est extraordinaires. un peu comme le champignon d'ailleurs, qui est entre deux. Un peu, ouais. Mais c'est pas considéré comme un champignon. Mais tu as raison, c'est un organisme. Enfin, c'est vivant. Ça conduit l'électricité, ce qui est pratique dans un circuit. Et surtout, ça optimise son chemin. C'est-à-dire que ça peut se sortir d'un labyrinthe, par exemple, un blob. C'est extraordinaire, tu vois. Et donc, là, ils s'en servent en fait pour fermer le circuit de la montre, tout simplement. Sauf que pour que ça fonctionne, tout ça, ta montre, tu vas pas la recharger, tu vas la nourrir, en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu vas ouvrir le petit compartiment, tu as ton blob. Voilà, et tu lui donnes de l'avoine et de l'eau, et à partir de ce moment-là, il peut fonctionner. C'est un peu comme les Tamagotchi, tu sais, à l'époque, mais sauf que là, c'est vivant et c'est pas un truc purement électronique. Mais ça peut prêter à sourire, mais les créateurs, ceux qui ont monté cette expérience, disent ça pourrait nous aider à mieux lutter contre la pollution électronique. En gros, l'idée, c'est de créer un attachement émotionnel avec ta montre, que tu aies moins envie de l'acheter parce que voilà, tu as ce lien émotionnel avec le blob, qui est un organisme vivant. Voilà, pourquoi pas. La montre blob. Écoutez, c'est avec ça qu'on termine ce De quoi je me mêle. Merci Anthony. Merci François. Toujours un plaisir de te retrouver. On sera là la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Radio, télé, podcast et replay. Et rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, très bon week-end. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.